La convergence, un mot qui revient bien souvent dans les discussions des différents paddocks, que ce soit WEC ou IMSA ces dernières semaines. En effet, plusieurs voix s'élèvent pour que les règlements techniques LMDH, LMH s'unifient dans un avenir plus ou moins proche, ou est-ce que cette question sera réellement abordée par les instances? C'est un petit peu tout ce qui se trame en ce moment du côté de l'endurance et au niveau de la plus haute catégorie prototype. C'est le sujet que nous allons aborder aujourd'hui dans ce nouveau numéro de Track Limit by Minervoil, le podcast d'Endurance Info. Pour cela, je serai avec Thibaut Villemont et Laurent Mercier pour aborder donc cette question: est-ce que la convergence LMH-LMDH aura lieu? Track Limit by Minervoil, le podcast d'Endurance Info, c'est parti. Thibaut, Laurent, la convergence donc du règlement technique Hypercar, puisque c'est un petit peu ce qui a présidé la création de cette grande catégorie prototype qui a fait son apparition il y a désormais quelques années et qui maintenant évolue tant en WEC qu'en IMSA et évidemment aux 24 heures du Mans, avec, on le rappelle et on va y revenir dessus, deux possibilités pour les constructeurs qui s'engagent en Hypercar: choisir le LMH ou le LMDH. Mais depuis quelque temps, Thibaut, je vais commencer par toi. On voit que plusieurs constructeurs militent, on peut maintenant clairement appeler ça comme ça, militent pour que nous n'ayons plus qu'un seul règlement technique. Et je vais d'abord te poser une première question pour remettre un petit peu dans le contexte pour les gens qui éventuellement découvrent un petit peu ces questions de réglementation, qui ne sont pas fidèles à notre podcast ou à l'endurance. Rappelle-moi, Thibaut, les deux grandes possibilités que nous avons donc dans le règlement Hypercar. Bonjour à tous, oui, vaste sujet qui en ce moment alimente beaucoup les conversations dans les paddocks. Vous allez comprendre pourquoi. Alors effectivement, Pierre, pour répondre à ta question, depuis 2023, les concurrents désireux de s'engager en Hypercar ont le choix entre opter pour une LMH ou une LMDH. Donc une LMH, c'est globalement, pour simplifier, c'est une voiture où tout est fait en interne, le châssis, le système hybride, tout. Voilà, le constructeur peut tout faire comme il le souhaite. Et le LMDH, à contrario, il faut que ces constructeurs s'appuient sur un des 4 châssis agréés. Donc, il faut savoir qu'en fait, c'est des châssis qui auraient dû servir au nouveau LMP2. Globalement, ça a été complètement abandonné puisqu'on est parti sur un règlement tout autre. Donc, au final, ce sont 4 châssis LMDH. Point. Oreca, Ligier, Multimatic et Dallara, qui sont les 4 manufacturiers agréés. Et après, par-dessus ça, ils ont une chaîne de traction standard au niveau du système hybride, qui est au niveau du système électronique et au niveau de la batterie. Tout ça, c'est standardisé à toutes les LMDH. Alors après, en dehors de ça, la principale différence, elle vient du fait que si un constructeur LMH veut mettre de l'hybride, le système hybride est branché à l'essieu avant, là où une LMDH, le système hybride est forcément branché à l'essieu arrière. Alors c'est pas obligatoire en LMH d'avoir un système hybride. En l'occurrence, l'Aston Martin n'en a pas, la Glickenhaus et la Van Wall n'en avaient pas non plus. Il y a d'autres spécificités. Alors les constructeurs LMDH, en fait, ils se plaignent notamment que les constructeurs LMH ont plus de latitude au niveau du soubassement, qu'il y a plus de latitude au niveau de l'aéroflexibilité. Et bien sûr, ils estiment que ces 4 roues motrices apportent un gain assez notoire. Voilà, chacun a son propre avis sur la question. Mais ça, je pense qu'on va l'aborder dans un second temps. Thibaut, on va rappeler rapidement, la batterie est fournie par Williams Advanced Engineering. La boîte de vitesse par Xtrac et le système donc l'hybridation électrique est fourni par Bosch donc pour les voitures répondant à la catégorie LMDH. Thibaut, je vais continuer avec toi. On voit donc les constructeurs engagés en LMDH militer pour cette convergence. Donc, on a plusieurs exemples récents qui nous ont parlé donc de ce rapprochement et alors à la création d'une seule catégorie. Est-ce que par contre côté LMH, Thibaut, je pense à Peugeot, je pense à Ferrari, est-ce qu'on pousse aussi dans ce sens ou au final on est plutôt réticent? Petit aparté, il faut savoir que à la base, le règlement en Hypercar en WEC devait partir que sur du LMH. Il s'avère qu'au final, on a parlé de convergence, une convergence IMSA-WEC, qui a abouti à l'acceptation des LMDH. Maintenant, globalement, à écouter les constructeurs, opter pour du LMDH de par les raisons évoquées précédemment, c'est moins onéreux, et donc il y en a pas mal qui sont partis là-dessus. Au final, aujourd'hui, il y a quand même une prédominance pour les LMDH. C'est un peu la raison pour laquelle on se retrouve avec deux règlements techniques. Ensuite, le premier qui a été assez
à s'expliquer ouvertement sur ses intentions de vouloir on va parler de convergence, mais ça m'embête parce que ce terme convergence, encore une fois, il a été d'abord utilisé pour cette convergence IMSA-WEC et pour cette mise en commun des règlements techniques. On va dire, allez, une convergence 2.0, peu importe, pour rassembler le LMH et le LMDH. Donc Porsche a été le premier, hein, clairement, à vraiment s'exprimer publiquement là-dessus. Ça remonte au Qatar, hein, l'année dernière, première manche de la saison 2024. Et depuis, il y en a d'autres, notamment BMW via le directeur de sa branche motorsport, Andreas Ross. Bruno Famin aussi, hein, patron d'Alpine Racing, qui s'en est aussi ouvertement expliqué. Globalement, ils militent tous. Après, du côté LMH, bah forcément, ça grince un peu plus des dents parce que c'est à eux que sont demandés de faire la majorité des efforts. Et Laurent, je me tourne vers toi, d'autant plus qu'on voit que, donc, comme le rappelait Thibaut, en IMSA, pour les constructeurs qui souhaitent s'engager tant en WEC qu'en IMSA, bah, la préférence va effectivement au LMDH. On voit que le plateau est quasi exclusivement LMDH. Et c'est aussi ce qui préside à l'arrivée des nouveaux. On voit que Genesis, qui arrive l'an prochain, d'abord en WEC, prend l'option LMDH. Ce sera également le cas de Ford et McLaren. Salut à vous. Bah déjà, c'est moins cher. Non, mais c'est moins cher. Je pense que évidemment, c'est plus facile. Donc, ça prend moins de temps, moins de développement et normalement, sur le cahier des charges, Thibaut, dis-moi si je me trompe, mais que tu prennes une LMH ou une LMDH, enfin, que tu choisisses n'importe quelle des deux réglementations, en théorie, tu es censé pouvoir gagner si tu es dans la bonne fenêtre. Ah mais totalement. Et puis là, par contre, tu fais bien de noter, Laurent, en dehors en dehors du coût. Effectivement, il y a la question du temps. Aujourd'hui, on sait que le châssis d'une voiture, ce sont des pièces qui sont extrêmement chronophages en fabrication. Et au final, quand vous prenez un châssis LMDH, comme tu le disais, là, en l'occurrence, on va parler des prochains qui arrivent. On peut parler de Ford et de McLaren. Bah, ils prennent un châssis sur la marque qui est déjà existant. Dallara et Oreca l'ont déjà fait. Et donc, ça leur permet quand même de faire un gain de temps assez colossal. Mais si tu parles de possible convergence, c'est qu'à un moment, il y a quand même eu des divergences. On est d'accord, parmi les constructeurs, parce que pour l'instant, je suis désolé, mais si tu regardes les plus grandes courses, enfin la plus grande course qui est Le Mans, pour l'instant, c'est plus des LF, enfin c'est que des LMH qui gagnent. Les LMDH sont pour l'instant restés sur le carreau. Est-ce que c'est un peu, selon toi, ce qui frustre un peu les constructeurs, que ce soit que des LMH qui gagnent, que si tu as une convergence, bah, voilà, c'est le problème. Oui, bah évidemment, si on parle de convergence, comme tu dis, il y a des divergences, mais en fait aujourd'hui, pour en revenir vraiment à cette idée de convergence 2.0, alors il faut savoir que depuis quelques semaines, mois, les constructeurs ont un peu créé une sorte de Manufacturers Association, qui est, moi, je suis étonné que ça n'ait pas été créé plus tôt, mais tant mieux, hein, il y en a partout, il y en a en Formule 1, il y en a en WRC, il y en a en Formule E, donc c'est très bien. Et donc une espèce de meeting durant lesquels ils sont vraiment qu'entre eux et ils parlent des choses à faire. La semaine dernière à Paris, ils se sont retrouvés pour un premier meeting avec la FIA, la CO, l'IMSA, pour en discuter avec les instances dirigeantes. L'idée aujourd'hui, ce serait, les propositions qui sont sur la table, ce serait éventuellement de rapprocher tout ça, le LMH et le MDH, pour qu'il y ait moins de différence entre les deux plateformes. Et ça, on parle honnêtement, c'est quoi? Pour moi, c'est du 2030. 2030 parce que aujourd'hui les règlements l'année dernière ils étaient en vigueur, si je ne dis pas bêtise, jusqu'à 2027 et ils ont été rallongés de 2 ans jusqu'à fin 2029 l'année dernière. Et là on parle d'une plateforme rallongée jusqu'à 2032, si je ne dis pas de bêtises, vous m'arrêtez si je me trompe, mais voilà, on dit que l'hypercar est prolongé jusqu'à 2032. Par contre, d'un point de vue technique, il nous manque quand même beaucoup de détails, et c'est même pas du détail. Et ça va être intéressant de voir ce qu'il en est. La CO et la FIA ont clairement dit, dans les semaines à venir, on va un petit peu travailler là-dessus, savoir quelles sont les directives techniques à donner à tout ça. On parle vraiment de 2030. Maintenant, pour en revenir à ta question, Laurent, oui, il y a des divergences. C'est frustrant. Maintenant, en toute honnêteté, c'est quoi le problème? C'est la BOP ou c'est le fait qu'il y ait deux plateformes techniques? Thibaut, je vais prendre ma fameuse phrase tennistique. À un moment, il y a dû y avoir un trou dans la raquette parce que on n'était pas censé avoir cette convergence au début. Normalement, que tu choisisses n'importe quelle plateforme, on te fait comprendre que c'était pas la peine de dépenser plus d'argent, que même si tu faisais une LMDH, normalement, tu avais les mêmes chances de gagner. On est un peu d'accord sur ça. En fait, c'était un peu le cahier des charges de base. Ah, totalement. Donc, c'est que ça n'a pas été respecté. Enfin, c'est qu'il y a eu un trou dans la raquette. C'est qu'à un moment, il y a un problème et que tu as une plateforme qui devance les autres, que maintenant on se dit, ah ben en fait, il faudrait peut-être une convergence 2.0. C'est un peu ça le truc, Oui. non?
Ouais, je suis d'accord, mais la première question à se poser, c'est pourquoi il y a cette différence. Aujourd'hui, c'est clair, depuis que les deux plateformes partagent la piste, donc 2023, au Mans, on a 3 victoires LMH. Bon, en l'occurrence, 3 victoires Ferrari. Donc, c'est quoi le problème? C'est le LMH ou c'est Ferrari? Et puis après, il y a autre chose. En WEC, on n'a pas le bilan n'est pas le même. Là, on reste par exemple sur 2 victoires à l'MDH avec Cadillac à Sao Paulo et Porsche à Austin. Donc, est-ce qu'il y a vraiment une plateforme qui a pris le pas sur l'autre? Si on regarde les statistiques, oui, clairement, le LMH a pu se gagner. On prend 2023, toute honnêteté, Toyota continue à marcher sur la concurrence, mais je ne suis pas persuadé qu'il y ait un vrai déséquilibre entre LMH et LMDH. Et encore une fois, la première question, à savoir pourquoi, c'est pourquoi les LMDH ne gagnent pas autant que les LMH. Il faut aller regarder les raisons. Encore une fois, Toyota qui gagne en 2023 avec une expérience bien supérieure à la concurrence. Et derrière aussi, est-ce que c'est quoi? C'est les différences techniques ou c'est la BOP? J'ai une question. Est-ce que tu penses que le fait que ce soit pas, par exemple, comme en Formule 1, est-ce que là, tu as un nouveau règlement, mais tout le monde part pas à armes égales parce que tout le monde part pas sur la même ligne de départ? T'en as qui ont plus d'expérience, t'en as qui arrivent plus tard. Est-ce que tu penses que ça, c'est quelque chose aussi qui peut jouer et que c'est pas facile d'arriver à s'y retrouver parce que tout le monde n'est pas sur un même pied d'égalité en année 1? Bah ça c'est évident. De toute façon, encore une fois, l'expérience, comme tu dis, joue. C'est pour ça que j'insiste sur le fait que on peut faire les statistiques. J'ai plus les chiffres en tête, désolé, entre le nombre de victoires à l'MH et le nombre de victoires à l'MDH depuis 2023. Mais c'est pas parlant comme calcul parce qu'encore une fois, en 2023, si je ne m'abuse, Toyota a gagné toutes les courses en dehors des 24 heures du Mans, remportées par Ferrari. Mais parce que Toyota a pu s'appuyer sur l'expérience de la voiture, l'expérience Ouais. de la discipline. Donc voilà. Mais c'est pour ça que je ne veux pas prendre cette statistique pour mettre en exergue la domination du LMH sur la LMDH. Et même aux 24 heures du Mans, cette année, à la deuxième place, on retrouve une LMDH. Encore une fois, déjà, il faut savoir ce qu'on veut, mais avant de savoir ce qu'on veut, il faut aussi savoir d'où vient le problème. Est-ce que le problème, il vient vraiment du fait d'avoir deux plateformes ou est-ce qu'il vient de la BOP? Encore une fois, parce qu'on prend par exemple l'exemple des 6 heures de Sao Paulo, voilà, c'est une course qui a viré au fiasco. Les LMH étaient complètement largués en dehors de la Peugeot. Et là, excusez-moi, c'est l'exemple le plus frappant de dire que c'est pas les deux plateformes techniques qui posent problème en l'occurrence. Et on sait très bien que la Peugeot s'est retrouvée à se battre pour le podium en étant la meilleure LMH, juste pour des raisons de BOP. C'est la question que j'ai envie de poser aujourd'hui et je dis pas que j'ai la réponse. Et donnez-moi votre avis, mais est-ce que c'est vraiment le fait qu'il y ait deux plateformes techniques qui posent aussi? L'année dernière en WEC, encore une fois, si on exclut Le Mans et cette domination Ferrari depuis 3 ans, c'est Toyota et Porsche qui se sont battus pour les titres jusqu'au dernier moment. On a une LMH et une LMDH. Et après, il y a des constructeurs LMDH qui disent sous la pluie, ça procure un avantage colossal d'avoir les 4 motrices. Peut-être, dans certaines conditions. Il ne faut pas oublier que quand même, le déclenchement des 4 motrices, il a été augmenté à 190 km/h, c'est quand même très élevé. Mais surtout, vous prenez Austin il y a 10 jours, la Porsche sous la pluie, ça marche. Hein. J'ai l'impression qu'on part un peu dans tous les sens. Mais la première question pour moi, c'est vraiment de savoir faut comprendre pourquoi pourquoi le championnat ne marche pas. En l'occurrence, tu parlais de trou dans la raquette. Clairement, il y a un trou dans la raquette. Mais il faut savoir pourquoi il y a un trou dans la raquette. On est d'accord que si tu avais un équilibre des performances qui était correct, on n'aurait même pas ce débat-là. Parce que tout roulerait sur l'or. Mais peut-être que le fait d'avoir ces deux plateformes complique de toute façon la BOP. C'est ce que certains constructeurs avancent. Il y en a beaucoup qui disent, en tous les cas, ça va faciliter la tâche du législateur. Possible. Possible, je ne sais pas. En tous les cas, quand vous regardez les perfs, il y a plus d'écart entre deux LMH qu'entre la meilleure LMH et la meilleure LMDH. Moi, je pense que, je me trompe peut-être, mais j'ai la sensation qu'avant de parler de ce problème de convergence, le premier problème, je suis désolé, c'est la BOP. C'est la BOP. Donc c'est clairement aujourd'hui, on a l'impression que c'est pas maîtrisé. Il y a un impact sur les performances qui est colossal. Encore une fois, pour reprendre l'exemple du Brésil, comment vous expliquez à quelqu'un qui est sur son canapé, devant sa télé, que la voiture championne du monde en titre et la voiture qui a gagné les 4 premières manches de la saison, elles se battent entre la 10e et la 15e place? C'est quand même compliqué à expliquer. Donc voilà. Moi, j'ai la sensation aujourd'hui que cette convergence, peut-être qu'elle est nécessaire, peut-être qu'il faut travailler dessus, certainement. Il faut peut-être voir quelles sont les solutions. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'il va falloir quand même, enfin, je pense que vous serez d'accord, il va quand même falloir essayer de réagir assez vite. Parce que tu sens quand même qu'il y a de plus en plus de frustration chez les uns et chez les autres. Et que c'est pas quelque chose qui peut durer dans le temps. On sait que c'est quand même des investissements qui sont colossaux. Ah ouais, t'en as qui arrivent, c'est des investissements colossaux.
quoi qu'on en dise, on peut pas dire que la majorité des constructeurs sont en bonne santé financière par rapport aux ventes, par rapport aux produits. Donc ça, forcément, je pense que quand tu vas défendre un programme au sein d'un board, bah, je pense qu'il faut que tu sois armé. Vous savez comme moi que c'est plus forcément le sport qui dirige tout, mais plus le marketing. Et que là, je pense que le côté sport rame de plus en plus pour arriver à défendre ces programmes. Et Thibaut, je vais pour étayer ce que tu disais aussi sur peut-être que c'est la BOP qui pose problème. Souviens-toi de ce qui a été fait en IMSA cette année avec le changement manuel de BOP il y a quelques courses. Parce que les instances voyaient que Porsche était vraiment au-dessus. Alors ça, c'est peut-être un exemple qui va dans ce sens. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut agir vite. Maintenant, encore une fois, c'est est-ce que c'est la convergence. Le problème, c'est qu'agir vite, là, tu parlais de constructeurs susceptibles de partir, bah forcément, en ce moment, celui qui fait parler, c'est Porsche. Et Porsche, c'est les premiers à vraiment pousser pour cette convergence. Clairement, c'est ce qu'ils font comprendre. Oui, très bien, on a terminé deuxième des 24 heures du Mans. Soyons francs, on n'a jamais une autre chance. On n'a jamais pu gagner. Sauf que, encore une fois, on peut. Là, pour moi, c'est pas un problème de plateforme. Ça, enfin, même Toyota, même Peugeot, même Toyota, pour prendre l'exemple d'un gros, n'a pas pu jouer cette année. Donc, je pense que le souci, il n'est pas là. Après, le problème, voilà, cette fameuse réunion qui a eu lieu la semaine dernière, il y avait plusieurs sujets. Donc, il y avait cette convergence et il y avait cette BOP. Aujourd'hui, il y en a plein qui disent qu'il faut s'en passer de la BOP. Au Mans, en soi, on s'en passe un peu, puisque au Mans, la BOP, si on peut dire, elle n'existe pas vraiment, à savoir qu'il n'y a pas de compensation constructeur, c'est que à partir des paramètres d'homologation et la vitesse de pointe. Sauf que c'est sûr, quand on voit ce qui s'est passé, là, pour reprendre ton expression, Laurent, oui, il y a un vrai tout dans la raquette. Quand on voit ce qui s'est passé, à quel point la Ferrari était dominatrice, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Quand on voit les différences de vitesse de pointe entre les différentes autos, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, clairement. Alors vous allez rétorquer que la vitesse de pointe d'une auto, c'est pas que des paramètres d'homologation, c'est peut-être aussi la façon dont elle s'extrait du virage, c'est peut-être le travail fait sur les suspensions. Encore une fois, peut-être que Ferrari a très bien travaillé sur le sujet. Mais en tous les cas, c'est ce que je dis, dans un championnat régi par une BOP, je ne m'attends pas à ce qu'il y ait une voiture aussi dominatrice. Qu'une voiture domine en F1, là où c'est clairement la règle du meilleur gagne, lui qui a fait la meilleure voiture et qui a les meilleurs pilotes, en tous les cas qui a les bons pilotes pour emmener sa meilleure voiture, moi ça me choque pas. C'est comme ça, c'est le sport, ça a été ça de tout temps. On a décidé d'adopter une autre philosophie en endurance, mais là le problème c'est que tu as l'impression qu'au niveau des paramètres d'homologation, il y a un trou dans la raquette et qu'ils sont pas bons. Après c'est très compliqué les paramètres d'homologation, hein, parce que je vais vous dire une bêtise, par exemple Ferrari, ils ont des dizaines d'ingénieurs qui bossent sur leur voiture et on a encore des paramètres qui sont différents quand on met la voiture en soufflerie, quand on la met sur la piste. Alors imaginez la FIA et la CO où ils ont 10 mecs qui travaillent sur 10 bagnoles. Là, bonjour. Le souci aussi vient peut-être de là, c'est-à-dire que maintenant, en plus, tu as tellement, et tu vas en avoir plus, tu as tellement de constructeurs que plus tu auras de constructeurs et plus tu auras de voitures différentes et plus ça va créer des problèmes. Si t'es pas staffé, si t'as pas les reins suffisamment, on va pas dire solides parce qu'on parle pas de financier, mais si t'as pas le personnel en face pour essayer de trouver le bon équilibre entre les marques, moi j'ai l'impression que plus il va y avoir de marques, plus ça va être le bordel. Si tu réagis pas, si tu restes comme ça. Moi, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, le système, il marche pas. Oui, je pense qu'honnêtement, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus et que tout le monde est d'accord. Aujourd'hui, le système, il marche pas. Donc la solution, on l'a pas. La solution, les instances, pour moi, ne l'ont pas non plus. Maintenant, on parle de retirer la BOP. Alors attention, moi j'en serai le premier avis. Hein. Je déteste la BOP. Hein. Je suis un vieux mec qui aime le sport auto comme il a existé il y a un certain temps où il faut faire la meilleure voiture et puis que le meilleur gagne. Tout le monde dit c'est l'âge d'or de l'endurance. Non, mais voilà, je trouve que c'est. Mais le problème, c'est qu'on est parti là-dessus. Alors, ça sert à rien de, voilà, c'est pas parce que là c'est compliqué qu'il faut jeter l'eau du bain avec le bébé avec, quoi. Et le problème, c'est qu'on est parti là-dessus. Donc, les constructeurs ont fait une voiture avec ce règlement et régie par une BOP. Là, honnêtement, et globalement, pour leur avoir parlé encore à Austin, ils sont pas pour. Globalement, honnêtement, j'ai un peu entendu tout sur Ferrari. Mais tout le reste, je peux vous dire qu'ils sont, et même Toyota, et pourtant Toyota, vu comment ils se font assassiner par la BOP au vu du potentiel de leur voiture, ils auront tout intérêt à ce qu'il n'y ait pas de BOP. Hein. Mais c'est pas possible.
C'est pas possible de s'en passer. Moi, je peux vous dire que voilà, j'ai BM, Porsche, Alpine, ils ont tous dit non, c'est pas possible. C'est pas possible. Et on peut pas faire toute la saison juste sur les paramètres d'homologation, certainement. Donc aujourd'hui, il faut trouver un système. Mais encore une fois, j'ai l'impression que c'est penser que cette convergence LMH et LMDH va tout régler, c'est du domaine c'est totalement utopique. Donc c'est bien d'en parler, c'est bien de pouvoir essayer de faire peut-être se rapprocher les deux règlements, mais je ne pense vraiment pas que ça va résoudre tous les problèmes. J'ai une question, Thibaut. Est-ce que tu penses que la convergence peut faire fuir les constructeurs qui sont aujourd'hui en LMH? Si Porsche se retire du WEC, je serais assez curieux de voir quel motif ils vont donner. On sait qu'ils traversent une passe économique difficile, ils ne s'en cachent pas, mais c'est aussi les plus virulents sur le sujet de la convergence. Donc ça se trouve, on va apprendre que le premier constructeur qui s'en va parce qu'il n'y a pas eu cette convergence, c'est Porsche. En fait, le souci, c'est que là, on se retrouve à des réunions où il y a 3 instances dirigeantes, la CO, la FIA et l'IMSA. Alors la CO et la FIA sont quand même censés travailler main dans la main. Vous allez me dire l'IMSA aussi, parce qu'ils ont tous intérêt à travailler les uns avec les autres. Et en face actuellement, parce que je crois savoir qu'à la réunion de la semaine dernière, il y avait Ford, il y avait McLaren, il y avait Genesis, donc ils sont tous là. Tous les constructeurs qui sont là ou qui sont en passe d'arriver étaient là. Et tous avec des objectifs différents parmi les constructeurs. Vous prenez Toyota, ils veulent faire notamment leur système hybride. Ferrari, ils veulent absolument faire leur châssis. Peugeot, ils veulent absolument leur batterie. Donc en fait, ils ont tous des besoins différents et des souhaits différents. Il y a un moment, Et des moi j'aime budgets bien, différents. et des budgets différents, bien évidemment. Et donc au final, on arrive dans des réunions et puis c'est bon, qu'est-ce que vous voulez? Mais en fait, c'est pas ça. Il y a un moment, c'est aux instances dirigeantes, donc il faut d'abord que la CO, la FIA, l'IMSA se mettent d'accord sur quelque chose et à la fin, c'est ça. T'es content? T'es content. T'es pas content? T'es pas content. Mais en fait, ils pourront jamais contenter tout le monde. Aujourd'hui, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, personne n'est content. C'est-à-dire honnêtement, dans le paddock, vous faites le tour du paddock, personne n'est content. Il n'y a personne qui va vous dire ouais c'est bien, machin. Ils ont tous quelque chose à redire. C'est quand même qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc moi, on ne pourra pas contenter tout le monde. Donc après, il y a un moment, il faudra que les instances dirigeantes prennent des décisions. Et si ça entraîne des départs, ça entraîne des départs. Après, on ne va pas se mentir. Il y en a qui vont vous dire arrêtons les LMDH, ils sont en minorité. Ouais, enfin, vous vous asseyez sur Ferrari. Hein. Les LMH. Les LMH. LMH. Ouais. Et là, on s'assied sur Ferrari. Et encore une fois, même si je parle de Ferrari parce qu'on sait à quel point c'est important pour la CO, mais Toyota qui est quand même plus gros constructeur mondial, Peugeot qui fait aussi la part belle au LMH, ça peut entraîner, évidemment, ça peut entraîner des départs, mais il y a un moment où, en tous les cas, le système il marche pas, il va falloir réagir. Après, ça peut aussi être le fusible facile, hein, de dire bah on s'en va parce qu'on n'a pas ce qu'on veut. Alors qu'au final, c'est peut-être pas forcément la bonne raison. Tu vois, on prend le cas de Porsche qu'on parlait tout à l'heure. Porsche peut très bien dire ah ouais, mais on n'a pas eu ce qu'on voulait, on s'en va. Ouais, en fait, c'est peut-être plus compliqué que ça. Et c'est juste parce que tu traverses une crise que tu dois licencier X milliers de personnes et qu'à un moment le programme hypercar, bah c'est peut-être pas forcément bien vu. Je serais très étonné que Porsche se cache derrière ça, même si, encore une fois, Thomas Laudenbach, le vice-président de Porsche Motorsport à Austin, nous a expliqué que la décision n'était pas que économique. Parce que même au niveau du personnel de la société, au niveau du grand public, honnêtement, il vaut mieux dire, bon, écoutez, c'est compliqué en ce moment, regardez, on fait des efforts, plutôt que de dire, ah bah, les règles ne vont pas. Donc, je serais étonné, mais on est bien d'accord, Encore une fois, moi, je peux comprendre la frustration de Porsche au Mans. En revanche, sur le reste, on ne peut pas dire que Porsche soit largué, et on ne peut pas dire que les LMDH soient largués. Donc, mais je te rejoins totalement, Lolo. C'est sûr que ce serait vraiment l'excuse facile. Ce qui est sûr, c'est qu'en fait, il va falloir travailler sur différents plans. Le problème, c'est qu'il faut avoir une vision à long terme. Il ne faut surtout pas être court-termiste. Et je trouve que ces derniers temps, on l'a été certainement un petit peu trop. À savoir que là, il y a quand même pas mal de choses qui se passent en endurance. Déjà, il faut savoir que cette convergence, si elle voit le jour, un jour, pour moi, ce ne sera pas, encore une fois, comme on le disait, je vois difficilement ça avant 2030. Au Brésil, on a entendu parler de 2028. Après, on a entendu parler d'un report à 2029. Voilà. Moi, j'ai du mal à croire que ça arrivera avant 2030. Mais on va quand même pas, rassurez-moi, rester avec 26, 27, 28, 29 sans rien. Donc, il va bien falloir trouver un système, BOP ou non, il va bien falloir trouver un système qui laisse un petit peu plus place au sport et un petit peu moins au débat que c'est le cas cette année. Parce que avec tous les constructeurs, on peut quand même pas dire qu'on assiste à une saison absolument incroyable. La saison, elle a été pliée en 3 courses.
Ferrari a raflé les 3 titres en 3 courses globalement, en s'appuyant en plus sur une fin de saison. Ils ont tiré bénéfice du système de BOP sur une fin de saison 2024 qui était très mauvaise, là où Toyota et Porsche se sont donnés à fond jusqu'au bout parce que ils avaient les titres de champion du monde, pilote et constructeur à jouer, et ça s'est joué, je vous rappelle, dans la dernière demi-heure des 8 heures de Bahreïn. Donc c'est un peu compliqué. Donc là maintenant en fait on a vu des systèmes de BOP durant toute la saison qui ont changé. On prend 2 courses, on prend 3 courses, on prend les 2 meilleures des 3 dernières courses. En fait, ça change tout le temps et ça a un impact qui est colossal. Mais en clair, globalement, si on prend ou pas le Qatar, pour Cadillac, ça a changé la donne. Globalement, on a changé de système tout le temps. On a l'impression que ça tâtonne, qu'on trouve pas le système. Mais là, aujourd'hui, il faut vraiment penser à 26, quoi. Il faut vraiment tout de suite penser à comment on ne se retrouve pas en 26 avec des débats à chaque course sur machin qui a été avantagé et tout. C'est un peu ce que disait David Flory à l'issue du Brésil. Au Brésil, on a le tableau de BOP avant la course. On sait avant même le début de la course qui va gagner. Tu crois, enfin, moi j'ai un peu l'impression qu'à chaque course, ou quasiment, on change un peu les règles par rapport à. Mais c'est le cas. Donc, à un moment, on est au mois de septembre. Il faudrait quand même qu'on commence la saison au mois de mars. Personne n'est content. Il n'y a aucun changement en interne. C'est toujours la même chose. Et pourquoi est-ce que, comme ça, d'un coup de baguette magique pour l'année prochaine, on va trouver quelque chose? C'est quoi la solution? Est-ce que le règlement de base n'est pas forcément bon? Est-ce que, comme tu l'as dit, et là, je suis à 2000% d'accord avec toi, il y a un règlement, il est comme ça. Vous voulez venir, vous venez, vous voulez pas venir, vous venez pas. Ça vous convient pas, on vous l'a montré, il est là. Ok, terminé, il n'y a plus de débat. Et le problème, c'est que si à force d'écouter, comme tu le dis, à force d'écouter tout le monde, de ceci, de cela, on n'avance pas. Mais c'est un peu la vie actuelle, hein, on va pas se mentir, hein, c'est pas que du sport. Mais t'as raison, on a eu 3, voire même 4, si on prend Le Mans en compte qui sort de l'équation, systèmes de BOP différents depuis le début de la saison. C'est un petit peu frustrant. Après, moi, ce qui me chagrine de l'extérieur, c'est que peut-être qu'on a sous-estimé clairement la tâche, dans le sens où c'est vrai que les instances se gargarisent d'avoir un règlement qui est très restrictif. En toute logique, si les voitures rentrent dans ces fenêtres, elles devraient toutes être très proches les unes des autres. Et en fait, on remarque que malgré les règlements, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Après, moi, j'aimais bien le système de BOP qui a été adopté, si je ne m'abuse, au début de l'année dernière, avec cette fenêtre avec 0,4%, où au final, il faut être dans la fenêtre. Si vous êtes en dessous, il faut ramer pour y être. Si vous êtes au-dessus, vous êtes un petit peu ralenti, mais vous êtes à la limite supérieure. Et une fois que vous êtes dans la fenêtre, des 0,4% par rapport à la moyenne, on va pas réexpliquer les détails, c'est à vous de faire en sorte d'être en haut de la fenêtre. Basta. La fenêtre, elle est restreinte, c'est à vous d'être en haut. Moi, je suis un peu frustré qu'on ait abandonné ça. Mais encore une fois, pour répondre à ta question, j'en ai aucune idée quelle est la solution. J'en ai aucune idée. Le problème, c'est que en tous les cas, c'est compliqué de demander aux constructeurs, allez-y, trouver une solution, parce que de toute façon, ils veulent tous des choses différentes. Ouais, et puis tu parles, je veux dire, ce que tu dis par rapport aux fenêtres, je suis d'accord, c'était peut-être le truc c'est pas très français, mais le moins pire, on va dire. Même si c'est pas français, mais on parle en plus on parle quand même à des constructeurs, on parle pas comme en GT3 à des équipes privées qui font rouler des voitures, on parle à des constructeurs, et je pense, ça c'est un avis perso, que le législateur sous-estime l'impact, ce que peuvent faire les constructeurs avec tout ça, en fait. Puissance. Parce que mais c'est un truc, je veux dire, il suffit de discuter en off. Je veux dire, à un moment, tu peux pas discuter avec autant de constructeurs, quand tu vois combien ils sont. Quand tu discutes avec les gens un peu, on va dire, entre deux camions, je veux dire, c'est sous-estimer le travail des constructeurs derrière. Et je pense il y a des gens qui sont dédiés à ça. Faut pas se le cacher. Oui, c'est ça. Il y a des gens qui sont dédiés à ça. Et je pense qu'ils sont dans leur bulle, ils travaillent eux de leur côté. Il faut que les instances arrivent à composer avec une dizaine de constructeurs qui travaillent dans leur coin et qui essaient, je vais pas dire de truander parce que c'est pas le cas, mais qui essaient de profiter ou d'optimiser au maximum ce qu'on leur donne. Tu vois, t'optimises au maximum ce qu'on te donne. T'as 25 personnes par constructeur et t'as combien de personnes à la FIA qui doivent gérer tout ça? Sont combien? À un moment, c'est comme si tu fais rouler, comme si tu compares une équipe, le PSG, qui va jouer contre les Chamois finale de je sais pas quoi. Tu pars avec un handicap, c'est sûr. Non, mais c'est sûr. Après, encore une fois, c'est le souci, c'est que c'est qui le capitaine du navire? Le capitaine du navire, je suis désolé, ça doit être les instances dirigeantes. Et le souci aujourd'hui, c'est que j'ai l'impression que ça leur échappe un petit peu. Et surtout, moi, on me dit,
Ouais, mais attends, ils jouent pas le jeu, les constructeurs, ils cachent leur jeu quand ils ont pas une bonne BOP. Non, mais attendez, aujourd'hui, je prends le Brésil. Quel est l'intérêt en fait? On va me dire, Ferrari et Toyota, ils ont caché leur jeu, c'est pour ça qu'ils font 13 et 15. Mais peut-être bien, peut-être qu'ils ont caché leur jeu. Mais comment les blâmer? Aujourd'hui, de toute façon, Toyota, ils se sont fait avoir toute la saison. Toyota, leur seul objectif maintenant, c'est d'en gagner une d'ici la fin de saison, pour sauver la face, pour pas repartir bredouille. Ferrari, eux, ils ont un titre à aller chercher. Ok? Donc, ils ont un titre à aller chercher, ils vont essayer d'aller chercher avec panache, avec une victoire à Bahreïn, tout ça. Pas à Fuji? On verra ce qui se passe à Fuji, je préfère ne rien dire. Le seul truc, c'est que, en fait, laisser un concurrent la possibilité, si un concurrent tire un avantage à casser son jeu, il le fera. Évidemment, encore une fois, demander à Yannick Sinner, dites lui, si tu perds au deuxième tour à Miami, tu auras un tableau dégagé à Roland Garros. Vous inquiétez pas, il va perdre au deuxième tour à Miami. On a vu en Coupe du Monde de foot des équipes arrêter de jouer ou faire quasiment exprès de perdre des matchs de poule pour ne pas tomber sur le Brésil qui, par accident, avait terminé lui-même deuxième de sa poule et il voulait pas les rencontrer en quart. Et en fait, c'est comme un joueur de foot qui tombe dans la surface. Pour tous ceux qui ont fait du sport, on va tous la chercher, la faute. On va tous la chercher. Après, c'est à l'arbitre de faire la différence. Ok? Et c'est ça le souci. C'est qu'aujourd'hui, moi, blâmer un constructeur qui cache son jeu, s'il a un avantage à en tirer, voilà. Encore une fois, je dis un truc débile. Toyota, le titre, il est mort. Le titre, il est mort. À partir du moment où ils peuvent pas jouer la victoire à Sao Paulo, quel est l'intérêt d'aller se battre, en fait? Et c'est ça, en fait. Il faut trouver un système qui empêche tout ça. Voilà. Méritocratie. Regardez Ferrari, je suis désolé. Au Brésil, les deux Ferrari officielles, elles se sont fait rentrer par la 83 bien comme il faut, parce que la 83, avec Kubica, vous pouvez lui dire ralenti, hein, Kubica, lui aujourd'hui, s'il doit terminer 7ème des 3 dernières courses, mais que ça lui assure de terminer 3 places devant la 51 et d'aller chercher le titre à la 51, vous inquiétez pas, il va y aller. Hein. Il s'en fout, lui. Hein. Même s'il ne gagne pas d'ici la fin de sa saison, lui, vous inquiétez pas, son seul adversaire d'ici la fin de saison, pour lui, c'est la 51. Donc, et on l'a vu au Brésil, la 83 a mis une fessée aux deux autres. Donc, moi, le seul truc, c'est ça. Je ne peux pas reprocher à un constructeur de cacher son jeu si il tire un bénéfice. C'est difficile de les blâmer. C'est comme quand tu peux difficilement blâmer un joueur de foot qui se fait un peu bousculer dans la surface de réparation et qui tombe. Bah après, c'est à l'arbitre de décider si oui ou non il en a fait trop ou pas. Et Thibaut, moi j'ai une autre question. Est-ce que tu penses que l'IMSA aussi, les instances IMSA ont un poids dans cette décision de la convergence, sachant que eux, ils ont quand même poussé au départ plus du côté LMDH, on va dire. Bah oui, enfin, il y en a même qui vulgarisent la chose, si on peut dire, dans le paddock en disant le LMH c'est un règlement ACO, le LMDH c'est un règlement IMSA. Ce qui est sûr, c'est que l'IMSA il pousse à fond. L'IMSA il pousse à fond pour cette convergence. L'IMSA il flippe. Aujourd'hui, bon, il s'avère qu'il n'y a que l'Aston Martin qui est en IMSA, sans vouloir leur faire offense. Pour l'instant, ils sont pas très dangereux. Et puis, ils n'ont pas 4 roues motrices, hein, puisqu'ils ont pas de système hybride. Ils ont un petit peu peur quand même de ce qui se passe, hein, de devoir débarquer une LMH 4 roues motrices chez eux. Donc, eux, ils poussent, c'est sûr. Donc, il faut en tous les cas, il faut surtout que l'ACO, la FIA et l'IMSA restent main dans la main. S'il y a eu cette convergence WEC-IMSA, c'est bien parce que ils savaient très bien que le salut de l'endurance passait par ça, et ils savent très bien que au final, les constructeurs ont demandé à pouvoir faire les deux championnats avec une seule et même auto. Donc ça, surtout, il ne faut pas s'en écarter parce que ça, c'est pour le coup, c'est vraiment une bonne décision. Et heureusement qu'on a du coup reporté un peu les débuts de la catégorie hydrogène, hein, parce que s'il fallait en plus rajouter une plateforme avec l'hydrogène, alors là, tout le monde est en PLS là. Non, mais alors ça, tu rigoles, Lolo, mais quand je parlais d'avoir une vision à long terme, c'est vraiment celle qu'il faut avoir. C'est parce que là, encore une fois, on ne veut pas attendre 2030 avant d'avoir de la compétition, mais en 2030, imaginons, il y a une convergence. Attendez, faut penser tout de suite maintenant à mettre l'hydrogène. Parce que ça veut dire qu'en 2030, ce qui est en train de se tramer en fait dans les discussions, c'est que peut-être que à compter de maintenant, un constructeur qui veut débarquer en WEC en LMH, il va peut-être falloir qu'il mette par exemple le système hybride sur l'essieu arrière pour reprendre que cet exemple-là au niveau des différences. Très bien. Mais par contre, on va pas demander aux autres constructeurs d'aller jeter leur voiture actuelle. Et notamment, sachez que malgré ce qui est écrit un peu ailleurs, Peugeot il travaille sur une 4 roues motrices pour 2027. Ils travaillent sur une 4 roues motrices. Ils ne sont pas en train de mettre l'hybride à l'arrière. Hein. Donc en fait, on va se retrouver peut-être en 2030 avec du LMDH, avec du LMH sans système hybride, du LMH avec hybride 4 roues motrices, peut-être du LMH avec hybride à l'arrière. Ça, à la rigueur, j'ai envie de dire, je pense que c'est pas très compliqué.
et de l'hydrogène. Donc ça, faut vachement l'anticiper aussi. Parce que clairement, le but, c'est quand même d'avoir de l'hydrogène et de l'hydrogène qui soit en mesure de se battre pour la gagne. Ouais, on va peut-être attendre un peu quand même ça. Mais non, je suis pas d'accord. Si aujourd'hui le but c'est 2030, faut y penser maintenant. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'une voiture qui soit capable de gagner en hydrogène au Mans, oui, il faut le prévoir maintenant. Maintenant, je pense que ça va attendre un peu parce que ça met plus de temps forcément pour se développer. Je vais bien croire que Toyota est bien avancé sur le sujet, mais à un moment, s'il faut arriver à équilibrer tout ça, complexe. Ah, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Mais juste, voilà. Juste par contre, au vu de ce qui se passe actuellement, essayons d'anticiper les futurs changements. C'est tout. Maintenant, on aurait peut-être pu presque, tu vois, on parle de l'hybride avant-arrière sur les LMH. Peugeot, ils l'ont toujours dit, hein. Mettre l'hybride à l'avant, on l'a mis à l'avant parce que c'était obligatoire. Mais à la base, ils voulaient le mettre à l'arrière. Mais à l'époque, le règlement l'interdisait pour les LMH. Là, il s'avère que quoi? Il faut bien qu'ils fassent une voiture qui réponde au règlement. Il s'avère qu'aujourd'hui, le règlement hybride à l'arrière sur la LMH, il n'existe pas de toute façon. Donc, eux, ils veulent une LMH. Go pour la 4 motrices. Je dis juste, vu le bazar que c'est aujourd'hui, si l'intention est d'avoir de l'hydrogène en 2030, qu'elle puisse gagner ou pas, songeons-y maintenant. Pour résumer, c'est juste, aujourd'hui, je veux bien qu'on parle de convergence, je veux bien qu'on parle de tout ça. Il y a des avantages au LMH et des avantages au LMDH. Aujourd'hui, on a Le Mans qui est toujours dominé par le LMH, et excusez-moi, on a Le Mans qui est dominé par Ferrari, on n'a pas Le Mans qui est dominé par une LMH. Donc peut-être que c'est au niveau des paramètres d'homologation qu'il faut revoir certaines choses, je ne sais pas. En tous les cas, moi j'ai quand même la sensation que si ça peut peut-être faciliter le travail du législateur, je pense que le premier problème aujourd'hui, il s'appelle pas convergence, il s'appelle BOP. Moi, c'est la sensation que ça me donne aujourd'hui. Et encore une fois, on a vu tout au long de la saison dernière, Toyota et Porsche se battre pour les titres de champion du monde. Et pourtant, on avait une LMH et une LMDH. Et à contrario, on avait une Peugeot aux abois. Et à contrario, on a une Ferrari qui domine au Mans. Donc, je pense que c'est un peu naïf de penser qu'en tous les cas, cette convergence va tout solutionner. Il y a un autre gros souci à régler. Ah, c'est certainement la base d'ailleurs. Sans nul doute. Et puis surtout, ça va être le seul moyen de le régler à court terme. Parce que comme tu dis, on a un plateau de dingue, vraiment un plateau de dingue, mais on n'a pas le spectacle espéré. Alors quand on reprend l'histoire, c'est bien les beaux plateaux, hein. C'est bien, hein. Moi, je sais que toi, Lolo, c'est pareil, aussi de par ma génération, hein. Moi, la génération des GT1, GTP de la fin des années 90, mon Dieu, qu'est-ce que c'était beau. C'était incroyable. Incroyable. C'était pour moi, c'était les plus belles voitures. Il n'y avait pas de BOP à l'époque et c'était pourtant très serré. Tout ça pour dire que voilà, les beaux plateaux, c'est bien, mais les plus belles éditions des 24 heures du Mans, au final, ça a toujours été des duels. Ça a très souvent été des duels. Donc, si vous avez 10 constructeurs, mais qu'il y en a un qui manifeste à tout le monde, comme Ferrari l'a fait cette année, parce qu'on peut me dire tout ce qu'on veut, hein, 14 secondes d'écart à l'arrivée, vous inquiétez pas, hein, à la régulière, si Ferrari avait voulu faire 1-2-3, ils auraient fait 1-2-3. Et au final, Porsche, je suis désolé, mais je peux pas contredire Laudenbach quand il dit on a fait deuxième, mais on n'a jamais eu notre chance. Ils ont peut-être fait à un moment une petite erreur sous je crois qu'il y a eu deux slow zones. Ils en ont pas profité pour s'arrêter, au contraire de la concurrence. C'est la seule petite erreur qu'ils ont faite, et sauf erreur de ma part, c'était avant l'intervention de la voiture de sécurité, donc de toute façon, ça n'a rien changé. Et au final, je peux pas contredire Laudenbach quand il dit la numéro 6 méritait de gagner Le Mans cette année. C'est la deuxième fois que la numéro 6 fait la course parfaite, ou aussi parfaite que c'est possible de la faire en 24 heures du Mans, parce que je ne pense pas que ce soit possible de faire une course parfaite en 24 heures. En tous les cas, il n'y a pas une sortie de route, il n'y a pas une pénalité, il n'y a pas une erreur de pilote, la voiture elle est nickel, il n'y a pas une égratignure, et où il ne gagne pas. Et à la base, pour reprendre tes propos, Laurent, en début de podcast, on nous avait dit que si on faisait la course parfaite, on aurait notre chance. C'est la preuve, et c'est pas la seule fois où c'est arrivé cette année, c'est la preuve que c'est pas vraiment le cas. Donc, il y a quelque chose à changer. Donc voilà, le mot de la fin, j'ai envie de dire, la convergence, peut-être qu'il faut y travailler. En tous les cas, il y a un sujet, je pense, qui est plus important, parce que ce serait vraiment dommage que ce qu'on appelle l'âge d'or de l'endurance ne propose pas le spectacle espéré. Et encore une fois, j'insiste, les 6 heures de Sao Paulo ont mis en exergue ce souci. À Austin, c'est plus compliqué de le voir parce qu'il y a eu des caprices de la météo. On a eu une dernière heure de course animée, mais aussi liée aux caprices de la météo. Et on a vu d'ailleurs qu'un Peugeot s'en est très bien sorti, ils ont super bien bossé. Mais voilà, alors c'était drôle d'ailleurs, il y en a chez Porsche, ils disaient « Ah, la pluie a fait office de BOP naturel ». Et c'est vrai que c'était assez drôle, en soi, c'est assez cocasse, mais c'est vrai que c'est un petit peu ce qui s'est passé. Et pour une fois, on ironisait là-dessus au Texas, c'est pour une fois, on va pas parler de BOP, parce que de toute façon, au vu de la météo, on pouvait pas en parler. C'est clair que c'est un peu dommage qu'il faille attendre soit des conditions de course avec un accident et des neutralisations qui relancent tout le monde, ou des changements météo
pour avoir une course digne Non, de mais ce nom. je remue le couteau dans la plaie, je suis désolé, mais moi, le système de BEP l'année dernière, en fin d'année l'année dernière, on a un Ferrari qui gagne Le Mans, Ferrari qui gagne Austin, Toyota qui doit gagner Austin, qui gagne le titre, qui gagne Fuji. Non, il ne gagne pas Fuji, pardon, c'est Porsche qui gagne Fuji. On a Cadillac qui fait une pole, on a Alpine qui fait des podiums, BM qui fait des podiums, Peugeot qui fait des podiums. En fait, je sais pas pourquoi on l'a jeté à la poubelle tout ça. Je sais pas, il y a certainement une raison, mais en tous les cas, le système qu'on a cette année, il m'a pas l'air au niveau de celui de l'an passé. C'est la sensation que ça me donne. Après, on peut aussi parler de l'IMSA. L'IMSA, c'est que du LMDH, certes, hormis Aston Martin, mais en tous les cas, comme tu le disais, Pierre, ils ont assumé leur changement de BOP manuel parce que Porsche écrasait tout le monde. Et pourtant, honnêtement, autant on peut dire que on peut parler de la domination de la 499P en termes de paire pure en WEC, autant en IMSA, je suis désolé, mais Porsche, ils ont battu les autres. C'est juste parce qu'en stratégie et en exécution, ils sont 100 fois meilleurs. Je suis désolé. Ils ont mis une fessée RLL partout et les autres n'ont pas été au niveau. Sans compter que c'était un des rares teams qui repartait avec la même voiture, la même équipe, là où Acura, Wayne Taylor, Cadillac, tout ça, ça a interverti les équipes. En tous les cas, les changements de BOP en IMSA, l'IMSA c'est plus serré et honnêtement, c'est pas que lié à la course à l'américaine et aux interventions de la voiture de sécurité et aux interruptions de course. C'est aussi lié au fait que malgré les changements de BOP, qui ralentissent par exemple Porsche, et ben Porsche, ils ont toujours leur chance. Ils ont toujours leur chance. Et c'est pas parce que vous avez un changement de BOP que vous êtes largué. Ça, c'est un constat. C'est un constat. Alors peut-être que le fait qu'il n'y ait que des LMDH en dehors d'Aston Martin, ça aide. Je ne sais pas, mais en tous les cas, c'est un constat. Après, attention, hein, on parle de la BOP du WEC. Moi, je veux surtout pas qu'on en arrive à des systèmes ou dans des championnats où on a 18 changements de BOP sur un week-end. On en a le mec, maintenant, moi, je sais même pas pourquoi les mecs, ils essaient de faire les pôles position. Il y a des championnats comme le DTM. Le mec, il fait la pole, bam, il prend 18 kilos. Arrêtons de signer la pole. Arrêtez les mecs. Hein. Je comprends même pas pourquoi vous allez chercher les chronos en qualif. Hein. Donc, c'est une mascarade aussi. Et là-dessus, je suis assez content que la CO et la FIA ne tombent pas dans cet extrême de changer les BOP 12 fois par week-end. Après, peut-être que quand c'est nécessaire, il faudrait le faire. Et au Mans, au soir de la journée test, je peux vous dire que tout le monde savait que Ferrari allait mettre une fessée à tout le monde. La convergence, donc, sujet bien complexe, épineux, surtout pour les instances dirigeantes qui devront travailler autour de cette question prochainement. Et c'était le sujet de notre débat d'aujourd'hui dans le nouveau numéro de Track Limit by Minerva Oil, le podcast d'Endurance Info. Merci messieurs pour ce débat animé. Et on se donne rendez-vous très vite dans un prochain numéro de Track Limit. À bientôt. Salut.